Le pôle pénal économique et financier d'Abidjan a prononcé une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de Stéphane Agbré alias Aputchou National, reconnu coupable de blanchiment de capitaux, assorti d'une amende de 264 millions de FCFA. Voilà, c'est dit, c'est officiel, c'est définitif. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter le temps. Il faut retourner à ce moment précis où tout a basculé. Ce moment où un homme, au sommet de sa popularité, a commis ce que beaucoup appellent aujourd'hui l'erreur de sa vie. Nous sommes le 12 novembre 2024. La Côte d'Ivoire vit comme elle vit chaque jour, au rythme effréné des réseaux sociaux. TikTok, Instagram, WhatsApp, les vidéos circulent, font rire, font réagir, puis disparaissent dans le flot interminable du quotidien numérique. Mais ce jour-là, une vidéo va faire quelque chose de radicalement différent. Elle ne va pas disparaître. Elle va au contraire enflammer la toile ivoirienne comme une traînée de poudre. Et cette vidéo, c'est Aputchou National lui-même qui va la rendre publique. Dans cet enregistrement, on le voit, souriant, décontracté, presque fier. Il brandit devant la caméra un sac. Mais pas n'importe quel sac. Un sac rempli de liasses de billets de banque. Des billets propres, serrés, empilés les uns sur les autres. Une somme qui, au premier regard, donne le vertige. Et lui, il sourit. Il exhibe tout ça comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Comme si posséder une telle fortune en liquide, en cash dans un simple sac, était parfaitement banal. Mais voilà ce qu'Aputchou National n'avait pas compris ce jour-là. En Côte d'Ivoire, comme partout dans l'espace UEMOA, circuler avec des sommes pareilles en espèces sans pouvoir en justifier l'origine, c'est une infraction grave. Et dans un pays qui depuis 2023 figure sur la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière international qui surveille le blanchiment d'argent à l'échelle mondiale, les autorités ne plaisantent plus avec ce genre d'image. La vidéo devient virale en quelques heures. Des milliers de partages, des commentaires qui s'accumulent. Certains admirent, beaucoup s'interrogent. D'où vient cet argent? Comment un influenceur se retrouve avec autant de cash dans un sac? Les questions fusant sur les réseaux. Et pendant que le public débat, commente, partage, les autorités, elles, regardent. Elles analysent. Et elles agissent. Le 12 novembre 2024, Stéphane Agbré est interpellé. L'arrestation est rapide, presque chirurgicale. Les enquêteurs ne perdent pas de temps. Ils savent ce qu'ils ont vu. Ils savent ce qu'ils cherchent. Et très vite, l'interrogatoire va ouvrir une porte que personne n'attendait vraiment. Car ces billets que l'on voit dans la vidéo, ces liasses que Aputchou tenait fièrement devant la caméra, ne lui appartiennent pas. Ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Un homme qui allait bientôt se retrouver lui aussi au cœur de cette affaire. Un homme que les enquêteurs vont identifier grâce aux déclarations faites lors des premières auditions. Cet homme, c'est Akobé Léonel, connu sur les réseaux sous le nom de Léonel PCS. Et là, l'affaire prend une toute autre dimension. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un influenceur qui fait le beau avec du cash. C'est le début d'une enquête financière complexe, impliquant plusieurs individus, des flux d'argent suspects, des transactions qui ne correspondent à aucune activité déclarée. Le pôle pénal économique et financier est saisi. Une information judiciaire est ouverte sur la base de la loi numéro 2023-875 du 23 novembre 2023, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Une loi, un sac rempli de billets, une vidéo postée par insouciance, et la vie de 2 hommes qui basculent du mauvais côté de la justice. Aputchou National croyait peut-être que cette vidéo allait simplement faire le buzz, qu'elle allait gonfler ses vues, booster son image, montrer au monde qu'il avait réussi. Mais ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est que cette même vidéo allait devenir la pièce à conviction numéro 1, contre lui. La preuve par l'image, irréfutable, gravée à jamais dans les archives de la justice ivoirienne. Une vidéo, juste une vidéo. Et tout s'est écroulé, avant de parler du procès, avant de parler des millions, avant de parler des années de prison. Il faut que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Il faut que vous sachiez qui est vraiment cet homme. Ce surnom, il ne lui est pas tombé dessus par hasard. Il le portait comme une identité, comme une marque, comme un titre. Le mot « national » disait tout. Il ne voulait pas être un influenceur de quartier, un petit créateur de contenu local. Non, il voulait être vu à l'échelle du pays tout entier. Et pendant un moment, il y était arrivé. Aputchou National faisait partie de cette nouvelle génération de créateurs de contenu africains qui ont compris avant beaucoup d'autres que les réseaux sociaux étaient un vrai terrain de jeu, une vraie scène, un vrai business. Ces jeunes qui, sans diplôme particulier, sans réseau hérité, sans capital familial,
ont réussi à construire une audience massive simplement avec un téléphone, une personnalité et le sens du spectacle. Il avait ce quelque chose, ce naturel devant la caméra. Cette capacité à capter l'attention immédiatement. Ses vidéos circulaient. Ses répliques devenaient des expressions reprises dans les rues d'Abidjan. Son visage était reconnaissable. Dans les maquis, dans les guébaka, dans les cours de récréation, on parlait d'Aputchou. On imitait Aputchou. On partageait les vidéos d'Aputchou. Il n'était pas seulement un influenceur. Il était aussi artiste. La musique faisait partie de son univers. Il évoluait dans cet espace hybride que connaissent bien les jeunes talents africains. D'aujourd'hui, à la croisée du divertissement, de la musique et des réseaux sociaux. Un espace où l'image compte autant que le talent. Où ce que tu montres de ta vie vaut parfois plus que ce que tu produis artistiquement. Et c'est peut-être là que se trouve le nœud de toute cette tragédie. Parce qu'Aputchou, National évoluait dans un monde où montrer sa réussite est une forme de communication. Où exhiber ce qu'on possède, c'est asseoir sa crédibilité. Où l'argent visible est un signal envoyé à sa communauté. Je suis arrivé. Je réussis, je suis quelqu'un. Cette culture du paraître, elle n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Elle traverse toute l'Afrique francophone, toute la diaspora, toute une génération bercée par les clips musicaux, les stories Instagram et les lives, TikTok où les billets volent et les chaînes en or brillent sous les projecteurs. Mais il y a une différence fondamentale entre jouer un rôle et vivre réellement ce rôle. Et cette différence, Aputchou National allait l'apprendre à ses dépens de la manière la plus brutale qui soit. Car derrière l'image soignée, derrière les vidéos virales, derrière les milliers d'abonnés et les commentaires enthousiastes, se posait une question que personne ne posait vraiment à voix haute. Comment vit-il vraiment? D'où viennent les ressources qui alimentent ce style de vie? Quels sont les vrais revenus d'un influenceur ivoirien de sa stature? Est-ce que la notoriété seule suffit à expliquer ce niveau d'aisance affiché? Ces questions, le grand public ne se les posait pas. Ou s'il se les posait, il ne cherchait pas vraiment de réponse. On admirait. Quand les enquêteurs ont interpellé Stéphane Agbré, ce 12 novembre 2024, ils pensaient peut-être tenir une affaire simple. Un influenceur qui fait le beau avec du cash. Une vidéo compromettante. Un individu à entendre, à mettre en face de ses responsabilités et peut-être à relâcher après quelques explications. Ce genre de dossier, la justice ivoirienne en voit passer. Des jeunes qui étalent leur argent sur les réseaux sans vraiment mesurer les conséquences. Ça arrive. Mais très vite, très rapidement. Au fil des premières auditions, quelque chose change dans la salle d'interrogatoire. Une information tombe. Une information qui transforme instantanément la nature de l'affaire. Ces billets que l'on voit dans la vidéo, ces liasses soigneusement empilées dans ce sac que brandissait Aputchou National avec tant de désinvolture, ne lui appartiennent pas. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. Cet homme a filmé une vidéo. Il a exhibé publiquement une fortune en liquide. Il a laissé cette vidéo circuler sur tous les réseaux sociaux du pays. Et l'argent qu'il montrait n'était même pas le sien. Il tenait dans ses mains le sac de quelqu'un d'autre. Il souriait devant la caméra avec l'argent de quelqu'un d'autre. Et cette personne, ce propriétaire des billets resté dans l'ombre pendant qu'Aputchou s'exposait, en pleine lumière, allait bientôt sortir de l'obscurité pour se retrouver lui aussi face à la justice. Son nom, Akobé Léonel. Son nom de scène, celui que ses abonnés connaissent, Léonel PCS. Un autre acteur du monde des réseaux sociaux ivoiriens. Un autre visage de cette génération connectée, qui évolue dans les zones grises, entre la notoriété numérique et les flux d'argent dont l'origine reste floue. Un homme qui, lui, n'était pas dans la vidéo, qui n'avait pas filmé, qui n'avait pas souri devant la caméra, mais dont l'argent, lui, avait tout déclenché. Et c'est là que l'enquête prend une dimension nouvelle, parce que les investigateurs du pôle pénal, économique et financier, ne sont pas des policiers ordinaires. Ce sont des spécialistes, des experts formés pour tracer les flux financiers, remonter les chaînes de transactions, identifier les mouvements d'argent suspects. Et ce qu'ils vont découvrir en creusant le dossier, Léonel PCS va dépasser largement le cadre d'une simple vidéo virale. La question qui s'impose immédiatement est celle-là. Pourquoi un homme confie-t-il un sac rempli de billets à un influenceur? Pourquoi laisser quelqu'un d'autre tenir cet argent? Le filmer, le montrer au monde entier? Est-ce de l'inconscience? Est-ce de la confiance mal placée? Ou est-ce quelque chose de plus complexe, de plus organisé, qui implique des arrangements dont le grand public ne soupçonnait pas l'existence? Les enquêteurs ne travaillent pas avec des suppositions. Ils travaillent avec des faits, des documents, des relevés, des déclarations. Et au fur et à mesure que le dossier s'épaissit, une réalité commence à se dessiner. Ce n'est pas une accusation anodine. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a mis en place des règles strictes pour encadrer la circulation des capitaux entre ces
États membres. Ces règles existent précisément pour lutter contre le blanchiment d'argent, contre le financement occulte, contre les flux financiers qui échappent au contrôle des autorités. Les enfreindre, c'est s'attaquer à l'architecture même de la stabilité économique de la région. Et pendant ce temps, Aputchu National, lui, réalise progressivement dans quelle situation il s'est mis. Il ne s'est pas contenté d'exhiber de l'argent. Il a, sans peut-être le mesurer pleinement, participé à quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Il a prêté son image, sa caméra, sa notoriété à une mise en scène dont il ne contrôlait pas tous les paramètres. Et la justice, elle, ne fait pas la distinction entre celui qui savait tout et celui qui savait à moitié. Elle regarde les actes, elle regarde les faits, elle regarde ce que montrent les images. Ce qui est cruel dans cette histoire, c'est que Lionel PCS n'avait pas besoin d'être dans la vidéo pour être rattrapé. Son argent y était. Et dans le monde de la criminalité financière, l'argent laisse toujours des traces. Toujours, même quand on pense avoir tout dissimulé. Même quand on reste dans l'ombre pendant que quelqu'un d'autre s'expose à la lumière. Les deux hommes allaient désormais affronter ensemble les conséquences d'une seule et même vidéo. L'un pour l'avoir filmé, l'autre pour avoir fourni ce qui s'y trouvait. Et l'histoire ne faisait que commencer. Il y a une réalité que les écrans de téléphone ne montrent jamais. Une réalité que les vidéos virales, les lives TikTok et les stories, Instagram effacent soigneusement. De l'image que les influenceurs construisent jour après jour. C'est la réalité de ce qui se passe quand tout s'arrête. Quand le téléphone est confisqué, quand la caméra disparaît, quand les portes se ferment derrière vous et que le monde numérique dans lequel vous régnez quelques heures plus tôt devient soudainement aussi lointain qu'un autre univers. Pour Stéphane Agbré, cette réalité a un nom. Un nom que tous les Ivoiriens connaissent. Un nom qui, prononcé à voix haute, produit un silence immédiat dans n'importe quelle conversation. La MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Après son interpellation le 12 novembre 2024, Aputchu National est placé en détention provisoire. Les portes de la MACA se referment sur lui. Et avec elle, c'est toute une vie qui bascule dans une autre dimension. Une dimension que ses abonnés, ses fans, tous ceux qui le suivaient chaque jour sur les réseaux, ne pouvaient qu'imaginer de loin, avec une mixture de stupeur, de tristesse et parfois, soyons honnêtes, de curiosité malsaine propre à l'époque dans laquelle nous vivons. Parce que la MACA, ce n'est pas un décor de série télévisée. Ce n'est pas un endroit abstrait qu'on évoque dans les chansons de rap ou les films d'action. C'est un lieu réel, concret, dur. Un lieu où le temps s'écoule différemment, où les journées ressemblent toutes à la précédente, où l'on se retrouve face à soi-même, sans filtre, sans mise en scène, sans la protection que procure l'écran d'un téléphone. Pour un homme dont toute l'identité était construite sur la visibilité, sur le regard des autres, sur l'interaction permanente avec une communauté en ligne, imaginez ce que représente ce silence forcé. Imaginez ce que signifie disparaître du paysage numérique du jour au lendemain. Plus de vidéos, plus de commentaires, plus de likes, plus rien. Juste le silence des murs et l'attente, interminable de ce que la justice allait décider. Pendant ce temps, à l'extérieur, la machine médiatique tournait à plein régime. Les spéculations allaient bon train. Qui allait prendre sa défense? Qui allait se désolidariser? Combien de temps allait-il rester enfermé? Les réseaux sociaux, ces mêmes réseaux qui l'avaient propulsé au sommet, se transformaient maintenant en tribunal populaire. Chacun avait son opinion. Chacun avait sa théorie. Chacun jugeait, condamnait ou défendait depuis le confort de son canapé, sans vraiment connaître les détails d'un dossier judiciaire complexe que peu de gens avaient pris la peine de lire. Mais la procédure judiciaire, elle, suivait son cours, lentement, méthodiquement, comme elle le fait toujours, sans se soucier du bruit des réseaux sociaux, sans s'émouvoir des tendances du moment, sans accélérer ni ralentir en fonction de ce qui buzzait sur TikTok. Et puis, en février 2025, quelque chose se produit. Après plusieurs mois passés derrière les barreaux de la MACA, Stéphane Agbré bénéficie d'une liberté provisoire. Les portes s'ouvrent, il sort. Il respire l'air d'Abidjan. Il retrouve la lumière du soleil, le bruit de la ville, la chaleur humaine de ceux qui l'attendaient. Mais attention, la liberté provisoire n'est pas la liberté. C'est une parenthèse. Une respiration accordée par la justice dans l'attente de la suite de la procédure. Ce n'est pas un acquittement. Ce n'est pas une victoire. C'est simplement une décision technique qui permet à un prévenu de ne pas rester incarcéré pendant toute la durée de l'instruction, à condition que sa présence aux audiences soit garantie et que les risques de fuite ou de destruction de preuves soient écartés. Aputchu National sort donc de la MACA. Mais le dossier, lui, ne sort pas. Il grossit, il avance. Il se prépare pour ce qui allait être le moment le plus décisif de toute cette affaire.
Et pendant ces mois de liberté provisoire, une question hantait certainement les nuits de Stéphane Hagbray. Une question simple, brutale, sans réponse facile. Qu'est-ce qui m'attend vraiment au bout de tout ça? Que les rumeurs circulaient, les informations filtraient, et ce que le parquet préparait comme réquisition allait dépasser. Tout ce que la plupart des gens imaginaient. Il était sorti de la Maca. Mais la Maca, d'une certaine façon, n'était peut-être pas encore tout à fait sortie de lui. Et l'audience du 24 mars 2026 approchait. Il y a des jours qui changent le cours d'une vie en quelques heures. Des jours où l'on entre dans une salle en espérant encore que les choses vont s'arranger, que la raison va l'emporter, que la clémence sera au rendez-vous. Et des jours où l'on ressort de cette même salle avec le sentiment que le sol vient de se dérober sous vos pieds. Le 24 mars 2026 fut l'un de ces jours-là pour Stéphane Hagbray. Ce matin-là, Abidjan se réveille comme elle se réveille toujours. Dans le bruit, dans la chaleur, dans le mouvement perpétuel d'une métropole qui ne s'arrête jamais vraiment. Mais dans les couloirs du pôle pénal économique et financier, l'atmosphère est différente, tendue, lourde, chargée de cette solennité particulière que dégagent les lieux où la justice s'exerce, dans toute sa rigueur. Les robes noires des avocats, les dossiers épais posés sur les tables, les regards qui évitent de se croiser. Et au centre de tout ça, deux hommes assis côte à côte dans le box des prévenus. Aputchou National et Lionel PCS. Deux hommes qui, quelques mois plus tôt, n'imaginaient probablement pas se retrouver là. L'audience commence. La procédure suit son cours réglementaire, avec cette lenteur méthodique propre aux affaires judiciaires complexes. Les charges sont rappelées, les éléments du dossier sont exposés, et puis vient le moment que tout le monde attendait. Le moment où le ministère public prend la parole pour formuler ses réquisitions. Ce qui sort de la bouche du procureur ce jour-là va traverser la salle comme une décharge électrique. 7 ans. Le parquet réclame 7 ans d'emprisonnement ferme contre Aputchou National. 7 ans, pas 2, pas 3, 7. Auquel s'ajoute une amende de 240 millions de francs CFA. Des chiffres qui, prononcés à voix haute dans cette salle d'audience, résonnent avec une violence sourde. 7 ans, c'est long. C'est une vie qui change de forme. C'est une carrière qui s'effondre. C'est une liberté confisquée pour une durée qui dépasse l'entendement de beaucoup de ceux qui suivaient l'affaire depuis leur téléphone. Et pour Lionel PCS, les réquisitions sont similaires. Le parquet ne fait pas dans la demi-mesure. Il veut frapper fort. Il veut envoyer un message qui dépasse les deux prévenus assis dans ce box. Un message adressé à tous ceux qui, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, pourraient être tentés de jouer avec les règles qui encadrent la circulation des capitaux. Parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel s'inscrit cette audience. Nous ne sommes pas dans une affaire ordinaire. Nous sommes dans un pays qui, depuis 2023, figure sur la liste grise du GAFI. Ce classement, pour ceux qui ne le savent pas encore, est une forme de signal d'alarme lancé par la communauté financière internationale. Il dit en substance que la Côte d'Ivoire présente des insuffisances dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et être sur cette liste, ce n'est pas sans conséquences. Cela complique les relations avec les banques internationales. Cela fragilise la crédibilité financière du pays aux yeux des investisseurs étrangers. Cela coûte, concrètement, en termes d'image et en termes économiques. Dans ce contexte, le dossier Aputchou National n'est pas seulement le dossier d'un influenceur imprudent. Il devient un symbole. Une démonstration que la justice ivoirienne est capable de sévir, capable de traquer les infractions financières jusqu'au bout, capable de condamner même des personnalités publiques populaires. Les réquisitions de 7 ans s'inscrivent dans cette logique. Elles sont sévères parce qu'elles doivent l'être. Elles sont visibles parce qu'elles doivent servir d'exemple. Mais dans le box des prévenus, cette logique institutionnelle ne change rien à la réalité humaine. Stéphane Hagbray entend le chiffre 7, et quelque chose, dans ce moment précis, doit se figer en lui. 7 ans. Le temps de réfléchir à tous les choix qui ont conduit à cette salle. Le temps de repenser à cette vidéo filmée dans un moment d'insouciance totale. Le temps de mesurer l'écart vertigineux entre l'homme, souriant qui brandissait un sac de billets devant sa caméra, et l'homme assis aujourd'hui dans ce box, en attente d'un verdict qui allait sceller son avenir. La défense, elle, ne reste pas silencieuse. Maître Ndrick Lavert, l'avocat des deux prévenus, monte au créneau. Il conteste, il argumente, il décortique les charges retenues, pointe les zones d'ombre dans l'application de la loi sur le blanchiment de capitaux, remet en question certaines qualifications juridiques. C'est son rôle, c'est ce pourquoi il est là. Et il le fait avec la conviction de quelqu'un qui croit encore que la bataille n'est pas perdue.
Mais le parquet a dit ce qu'il avait à dire. 7 ans, le dossier est complet. Les arguments sont posés sur la table. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Attendre que les juges délibèrent. Attendre que la balance de la justice penche d'un côté ou de l'autre. Le tribunal fixe la date du délibéré. Ce sera le 2 juin 2026. 70 jours d'attente. 70 jours pour espérer, douter, prier, ruminer. 70 jours pendant lesquels, chaque matin, qui se lève rappelle qu'un verdict approche, qu'une décision va tomber, et que rien, absolument rien, ne sera plus jamais tout à fait comme avant. Le 2 juin 2026. Ce jour-là, Abidjan retient son souffle. Depuis l'audience du 24 mars, les réseaux sociaux ivoiriens n'avaient pas arrêté de tourner autour de cette affaire. Les comptes de suivi judiciaire, les pages d'actualité, les groupes WhatsApp de quartier, les discussions dans les maquis et les grains, partout, la même question revenait en boucle. Qu'est-ce que le tribunal allait décider? Est-ce que les juges allaient suivre les réquisitions du parquet? Est-ce qu'Aputchou National allait vraiment prendre 7 ans? Ou est-ce que la clémence allait l'emporter? 70 jours d'attente. 70 jours pendant lesquels Stéphane Agbré a vécu avec cette épée suspendue au-dessus de sa tête. 70 jours pendant lesquels chaque réveil portait le poids de ce qui allait arriver. Et ce matin du 2 juin, l'heure de vérité avait finalement sonné. Les deux prévenus se présentent à l'audience. Leurs avocats sont là. Le ministère public est là. Et dans les travées, dans les couloirs, autour du pôle pénal économique et financier d'Abidjan, une tension palpable flotte dans l'air. Parce que tout le monde sait que ce qui va se passer dans cette salle va résonner bien, au-delà des murs du tribunal, dans les foyers ivoiriens, sur les réseaux sociaux, dans les discussions sur la justice, sur la célébrité, sur l'argent et sur les limites qu'on ne doit jamais franchir. Le président du tribunal prend la parole. La salle se fige. Et le verdict tombe. Stéphane Agbré, alias Aputchou National, est reconnu coupable de blanchiment de capitaux. La peine prononcée, 3 ans d'emprisonnement ferme. Assortie d'une amende de 264 millions de francs CFA. 3 ans. Pas 7, 3. Le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du parquet dans leur intégralité. Il a retenu une peine significativement inférieure à ce que le ministère public réclamait. Et cette différence, elle a son importance. Elle dit quelque chose sur la façon dont les juges ont lu le dossier, pesé les charges, évalué la responsabilité individuelle de chaque prévenu. Elle dit que le tribunal a fait la part des choses entre ce qui était prouvé et ce qui était simplement requis. Mais 3 ans ferme, ce n'est pas rien. Loin de là. 3 ans, c'est 1095 jours. C'est 3 années de liberté confisquée. C'est 3 années sans caméra, sans réseaux sociaux, sans cette vie publique qui constituait l'essence même de l'identité d'Aputchou National. Et les 264 millions de francs CFA d'amende viennent s'ajouter comme un coût supplémentaire. Une somme colossale pour la plupart des Ivoiriens. Une somme qui, pour un influenceur dont les revenus réels restaient flous, représente un fardeau financier considérable. Et puis il y a Lionel PCS, Akobé Lionel, le propriétaire des billets, celui qui était resté dans l'ombre pendant qu'Aputchou s'exposait à la lumière. La justice ne l'a pas oublié, elle ne l'a pas épargné. Au contraire, son sort est encore plus lourd que celui de l'influenceur. 5 ans d'emprisonnement ferme. La même amende de 264 millions de francs CFA, reconnu coupable de violation de la réglementation, des relations financières extérieures, des États membres de l'UMOA, une infraction que les juges ont manifestement considérée comme particulièrement grave. 5 ans pour celui qui pensait pouvoir rester invisible. 5 ans pour celui dont l'argent avait tout déclenché, mais dont le visage n'apparaissait dans aucune vidéo. La leçon est brutale et sans ambiguïté. Dans une affaire de blanchiment de capitaux, l'invisibilité ne protège pas. Elle peut même aggraver les choses. Parce que celui qui reste dans l'ombre pendant que son argent circule librement envoie un signal très clair aux enquêteurs. Le signal de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et qui a choisi de se cacher. Dans la salle, les réactions sont immédiates. La défense accuse le coup. Les avocats échangent des regards. Les familles encaissent. Et sur les réseaux sociaux, à des kilomètres de là, dans les téléphones de milliers d'Ivoiriens qui suivaient l'affaire en temps réel, les notifications explosent. Les commentaires s'accumulent à une vitesse vertigineuse. Certains crient à l'injustice. D'autres estiment que la peine est trop légère. D'autres encore ne savent pas quoi penser, déchirés entre l'affection qu'ils portaient à cet influenceur qu'ils suivaient depuis des années et la réalité d'une condamnation prononcée par un tribunal de la République. Mais il y a un détail dans ce verdict qui, plus que tout le reste, va alimenter les discussions pendant des jours. Un détail qui va pousser des milliers de personnes à se poser une question que
Personne n'avait vraiment anticipé. Apuchu Nacional est condamné à 3 ans de prison ferme. Léonel PCS est condamné à 5 ans de prison ferme. Et pourtant, les 2 hommes sont repartis libres, sans mandat de dépôt, sans menottes, sans être reconduits immédiatement derrière les barreaux. Comment est-ce possible? Comment 2 hommes condamnés à des peines d'emprisonnement ferme peuvent-ils quitter le tribunal en homme libre? Et que signifie réellement cette liberté dans le cadre d'une condamnation aussi lourde? Ces questions, des millions d'Ivoiriens allaient se les poser dans les heures suivantes. Et les réponses allaient révéler les mécanismes complexes, souvent méconnus du grand public, d'une justice qui ne fonctionne pas toujours comme on l'imagine depuis son canapé. C'est la question qui a mis le feu au réseau sociaux ivoiriens dans les heures qui ont suivi le verdict. Une question simple, formulée de 1000 façons différentes dans les commentaires, les groupes WhatsApp, les discussions de maquis et les débats de rue. Comment est-ce possible? Comment 2 hommes condamnés à 3 ans et 5 ans de prison ferme peuvent-ils sortir du tribunal en hommes libres? Comment la justice peut-elle prononcer une peine d'emprisonnement ferme et laisser les condamnés rentrer chez eux comme si de rien n'était? Pour beaucoup d'Ivoiriens, pour beaucoup d'Africains qui ont suivi cette affaire depuis leur téléphone, cette image était difficile à digérer, voire impossible. Parce que dans l'imaginaire collectif, une condamnation à de la prison ferme, ça veut dire une chose et une seule. On part, on disparaît, on entre dans le système carcéral et on en ressort, pas avant d'avoir purgé sa peine. C'est comme ça que ça fonctionne dans les séries, dans les films, dans les récits que tout le monde connaît. Le verdict tombe, les menottes s'ouvrent et la porte se referme. Mais la réalité juridique, elle, est infiniment plus complexe que ce que les écrans nous ont appris à imaginer. Premièrement, il faut comprendre ce qu'est un mandat de dépôt. Dans le système judiciaire ivoirien, comme dans beaucoup de systèmes juridiques d'Afrique francophone, hérité du droit français, une condamnation pénale ne s'accompagne pas automatiquement d'une incarcération immédiate. Le tribunal peut prononcer une peine et décider simultanément de ne pas émettre de mandat de dépôt, ce qui signifie concrètement que le condamné n'est pas placé en détention à l'issue de l'audience. Il repart libre en attendant que la procédure suive son cours complet. Et ici, précisément, c'est ce qui s'est passé. Le pôle pénal économique et financier a rendu son verdict. 3 ans ferme pour Apuchu Nacional, 5 ans ferme pour Léonel PCS, mais sans mandat de dépôt. Les 2 hommes ont donc pu quitter le tribunal sans être conduits vers une cellule. Deuxièmement, et c'est là que la mécanique judiciaire devient encore plus importante à comprendre, une condamnation en première instance n'est pas définitive. Elle peut être contestée. Elle peut faire l'objet d'un appel devant une juridiction supérieure. Et c'est exactement ce que la défense a annoncé immédiatement après le verdict. Maître Ndri Claver, l'avocat des 2 prévenus, n'a pas attendu 24 heures pour signifier son intention de porter l'affaire devant la cour d'appel. Cet appel change tout. Ou du moins, il change beaucoup de choses. Parce que dès lors qu'un appel est interjeté, la décision de première instance n'est plus exécutoire de la même manière. La procédure repart. Les arguments sont à nouveau examinés. Et les condamnés peuvent, dans certains cas, rester en liberté pendant toute la durée de cette nouvelle procédure. Ce n'est pas une règle absolue. Ce n'est pas automatique. Mais c'est une possibilité que le système judiciaire ménage, précisément parce qu'il reconnaît que la première décision n'est pas infaillible. Maître Ndri Claver a d'ailleurs été très précis sur les points qu'il entend contester devant la cour d'appel. 2 éléments retiennent particulièrement son attention. Le premier concerne l'infraction de prise de paris illicite dont il conteste la qualification juridique retenue par le tribunal. Le second porte sur l'application de la disposition de la loi sur le blanchiment de capitaux relative au dépassement de seuil. L'avocat estime que le tribunal a fait une lecture de la loi qui mérite d'être réexaminée par une juridiction supérieure. Et c'est son droit le plus strict de le penser et de le défendre. Mais voilà ce que cette liberté provisoire post-condamnation ne signifie pas. Elle ne signifie pas que les 2 hommes sont innocents. Elle ne signifie pas que la justice a reculé. Elle ne signifie pas qu'Apuchu Nacional a gagné. Une condamnation à 3 ans de prison ferme reste une condamnation à 3 ans de prison ferme, qu'elle soit immédiatement exécutée ou non. Le casier judiciaire porte cette réalité. La peine existe. Elle est prononcée. Elle est inscrite dans les archives de la République de Côte d'Ivoire. Et il y a quelque chose de profondément symbolique dans cette image d'un homme condamné qui repart libre. Quelque chose qui dit beaucoup sur les attentes du public vis-à-vis de la justice. Parce que pour des milliers de personnes qui ont suivi cette affaire depuis le début, depuis la vidéo virale de novembre 2024,
jusqu'au verdict du 2 juin 2026, voire à Putschou. National sortir du tribunal en homme libre a produit un sentiment ambigu. Un mélange de soulagement pour ceux qui l'aimaient, de frustration pour ceux qui attendaient une punition visible, immédiate, spectaculaire, et d'incompréhension pour ceux qui ne maîtrisaient pas les subtilités d'un système judiciaire qui fonctionne selon ses propres règles, indépendamment des émotions collectives. La justice n'est pas un spectacle, même quand une affaire judiciaire se déroule sous les yeux de millions de spectateurs connectés, même quand chaque audience est commentée en temps réel sur TikTok et Instagram, même quand le verdict est attendu comme le dénouement d'une série dont tout le monde voulait connaître la fin. La justice a ses rythmes, ses procédures, ses mécanismes internes que le grand public ne connaît pas toujours. Et parfois, ces mécanismes produisent des images qui dérangent, des images qui semblent contredire le bon sens, des images d'hommes condamnés qui rentrent chez eux le soir du verdict. Mais derrière cette image, il y a une réalité que personne ne peut effacer. Stéphane Hackbrey a été reconnu coupable. Akobe Leonel a été reconnu coupable. Et quel que soit le résultat de l'appel qui s'annonce, quel que soit le temps que prendra la suite de cette procédure, une chose est certaine, cette affaire n'est pas terminée. On pourrait croire que le verdict du 2 juin 2026 a mis un point final à cette histoire, que le rideau est tombé, que le dossier est clos, que chacun est rentré chez soi et que la vie a repris son cours normal, comme elle le fait toujours après les grands moments d'émotion collective. Mais ce serait une erreur profonde, parce que cette affaire, loin d'être terminée, entre maintenant dans sa phase la plus décisive, la phase où les enjeux dépassent largement le sort de deux influenceurs ivoiriens, la phase où ce qui se joue touche à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus structurant, pour l'avenir économique et institutionnel de toute la Côte d'Ivoire. Commençons par l'appel. Maître Ndri Claver l'a annoncé sans ambiguïté dès la sortie de l'audience. La défense conteste. La défense ne s'incline pas. La défense estime que le tribunal de première instance a commis des erreurs dans son raisonnement juridique et elle entend les faire corriger par la cour d'appel. Deux points précis sont dans le viseur de l'avocat. L'infraction de prise de pari illicite d'abord, dont la qualification retenue par le tribunal est contestée sur le fond, et la disposition de la loi sur le blanchiment de capitaux relative au dépassement de seuil ensuite, dont l'interprétation faite par les juges de première instance serait, selon la défense, discutable. Ces arguments ne sont pas des arguments de façade. Ce sont des arguments techniques, juridiques, qui méritent d'être examinés sérieusement. Et c'est précisément le rôle de la cour d'appel que de les examiner, de reprendre le dossier, de relire les pièces, de réécouter les parties, et de trancher à nouveau avec la possibilité de confirmer la condamnation, de l'alléger, de l'aggraver, ou dans les cas les plus extrêmes, de l'annuler. Pour Aputschou National et Leonel PCS, cet appel représente une dernière bouée, un dernier espoir que la machine judiciaire produise un résultat différent. Mais pour la Côte d'Ivoire, cet appel représente quelque chose d'autre. Il représente un test de la solidité de son système judiciaire face à la pression, face à la popularité, face aux réseaux sociaux, face à l'opinion publique qui, selon les jours et selon les humeurs, peut pencher dans un sens ou dans l'autre. Et c'est là qu'entre en scène le deuxième enjeu de cette affaire, le vrai enjeu de fond. Celui qui dépasse de très loin les destins individuels de deux hommes condamnés par un tribunal d'Abidjan. La liste grise du GAFI. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet organisme, il faut prendre le temps d'expliquer. Le GAFI, le Groupe d'action financière internationale, est l'organisation mondiale de référence dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Fondé en 1989, il regroupe les principales puissances économiques mondiales et fixe les standards internationaux auxquels tous les pays sont censés se conformer pour garantir l'intégrité de leur système financier. Chaque année, le GAFI évalue les pays membres et non membres selon des critères précis. Et les pays qui ne satisfont pas à ces critères se retrouvent sur ce qu'on appelle la liste grise. Une liste qui, dans le monde de la finance internationale, a le même effet qu'un avertissement officiel adressé à la planète entière. Depuis 2023, la Côte d'Ivoire figure sur cette liste grise. Et ce classement n'est pas sans conséquences concrètes. Être sur la liste grise du GAFI, c'est envoyer un signal négatif aux banques Correspondantes Internacionales, qui traitent les transactions en dollars et en euros. Pour les banques ivoiriennes, c'est compliquer les opérations de financement du commerce extérieur. C'est fragiliser la réputation financière du pays aux yeux des investisseurs étrangers qui cherchent des environnements stables et transparents pour placer leurs capitaux. C'est en somme
Un handicap économique réel, mesurable, qui coûte à la Côte d'Ivoire en termes d'attractivité, de crédibilité et de développement. Pour sortir de cette liste, la Côte d'Ivoire doit démontrer qu'elle prend des mesures concrètes et effectives contre le blanchiment de capitaux. Pas des mesures sur le papier, pas des lois votées mais jamais appliquées. Des mesures réelles, documentées, vérifiables. Des poursuites judiciaires menées jusqu'à leur terme. Des condamnations prononcées contre des personnalités publiques, pas seulement contre des anonymes. Des signaux forts envoyés à la communauté internationale pour dire que la justice ivoirienne fonctionne, qu'elle est indépendante, qu'elle n'hésite pas à frapper, même quand les prévenus ont des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et c'est exactement dans cette logique que s'inscrit le dossier Apaucho National. Ce procès n'est pas un procès ordinaire. Il est emblématique, il est symbolique, il est regardé au-delà des frontières ivoiriennes par des observateurs internationaux qui évaluent la capacité de la Côte d'Ivoire à honorer ses engagements dans la lutte contre les infractions financières, les réquisitions sévères du parquet, la condamnation prononcée, le refus de laisser la popularité d'un influenceur interférer avec le cours de la justice. Tous ces éléments envoient un message destiné autant aux acteurs économiques internationaux qu'aux citoyens ivoiriens.